Bonjour au public, je suis James Black, chaire de chirurgie vasculaire à l'hôpital James Hopkins. John Hopkins, nous avons une clinique qui est spécialisée dans les maladies vasculaires rares et c'est là que nous intervenons sur des patients de syndrome Ehlers dans l'os vasculaire. Aujourd'hui, je vais vous parler du traitement endovasculaire et chirurgien pour les patients de SED vasculaire. Et que se passe-t-il dans le bloc opératoire ou à la consultation pour que les médecins comprennent ce qui vous arrive et quelles sont les choses qui pourraient se produire dans le bloc opératoire à cause des symptômes de votre maladie? C'est vrai que les patients sont ceux qui savent mieux décrire ce qui leur arrive. Des fois, il y a des chirurgiens qui n'ont jamais entendu parler du syndrome d'Ehlers dans l'os. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir fournir des informations basiques, non seulement pour bien comprendre les complications vasculaires, mais savoir aussi comment ces complications vasculaires sont partagées dans différents sous-types de SED. Nous allons commencer par la première diapo ici. Le syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est un trouble du tissu conjonctif héréditaire. Ce sont des mutations dans le gène qui régulent la matrice de collagène. Il y a différents sous-types. Bien sûr, et nous avons le classique, l'hypermobile, le vasculaire, le sylphoscoliotique, l'arthrocalasique et la dermatosparaxis. Donc les types communs qui ont des problèmes vasculaires habituellement, ce sont les syndromes d'Ehlers dans l'os classique, hypermobile et vasculaire. Il y a certains degrés de problèmes articulaires, fragilité des tissus. Et ce qui est spécifique au SED vasculaire, bien sûr, c'est ces problèmes vasculaires. C'est dans ce type de patient où il y a une plus grande fragilité vasculaire, même si nous avons des problèmes vasculaires dans les autres types et les patients et les médecins devront être au courant et faire attention, bien sûr. Vu que les complications vasculaires dans le SED peuvent être assez graves, nous voyons des fois que les sous-types non vasculaires du syndrome d'Ehlers dans l'os n'ont pas ces symptômes vasculaires, même s'il y a des problèmes artériaux ou veineux. Donc, ces difficultés qu'on va trouver dans le bloc opératoire lorsqu'un patient a le syndrome d'Ehlers dans l'os, tout ceci peut se retrouver dans les sous-types non vasculaires et ceci nous amène à des préoccupations pour donner un traitement à quelqu'un. Et lorsqu'on en est dans le bloc opératoire, le docteur voit que c'est un patient qui a le syndrome d'Ehlers dans l'os. Des fois, ils ont peur d'intervenir, mais ce n'est pas le cas pour les autres types de syndrome d'Ehlers dans l'os. C'est très compliqué pour le type vasculaire, mais pas pour les autres types. Étant donné qu'il y a beaucoup de difficultés, de complications dans les cas de SED vasculaire, il faut faire attention à ne pas transmettre ces craintes pour les autres types de SED, car il y aurait des patients qui pourraient avoir des chirurgies qui pourraient les aider, bien sûr, mais des fois les médecins ne veulent pas les traiter, c'est injuste. Donc c'est vrai que les choses changent. Nous n'avions pas les mêmes instruments que nous avions pour les interventions endovasculaires. Par exemple, ici, pour une artère concrète, il y avait une rupture chez une femme après sa grossesse. C'est vrai que ça aurait été compliqué avant, mais maintenant, avec ces câbles, ces bobines de câbles, les embolisations et d'autres procédures, les endoprothèses, nous pouvons intervenir sur ces personnes d'une manière plus sécurisée. Et quand il y a un patient de SED qui arrive et on parle bien sûr des risques associés à la chirurgie, il faut que le patient contribue, qu'il informe le médecin des problèmes existants et les médecins doivent comprendre quelles sont les applications dans les différentes chirurgies à cause des symptômes du SED vasculaire. Bien sûr, si vous vous demandez qu'en est-il des bobines de fil que nous voyons ici dans cette image assis à droite qui remplissent cet anévrisme? Eh bien, il y a une grande quantité de fils. On peut arriver à 100 yards de bobines pour remplir cet anévrisme.
même si avec ces interventions, nous arrivons à réduire la taille de l'anévrisme. Au lieu d'avoir la taille d'une balle de tennis, cela a la taille d'une balle de golf. Ici, d'autres problèmes avec une rupture de l'artère cœliaque. On voit que si ça arrive jusqu'à la veine, ça arrive jusqu'au cœur après. Donc c'est une situation très compliquée pour les chirurgiens à ciel ouvert. Et nous savons que les artères peuvent être fragiles, et spécialement pour le sel vasculaire, mais les veines peuvent présenter aussi beaucoup de problèmes. Donc ici, j'ai pu aborder ceci encore une fois avec un cathéter. Un patient qui est allongé sur l'estomac, on peut entrer par son arrière pour boucher l'artère. Ici, le bouchon, c'est ce qu'on voit ici, et cela va bloquer la connexion entre l'artère et la veine. Ainsi, nous pouvons améliorer la situation du patient. Ici, c'est un article dans mon hôpital que nous avons publié. Les chiffres sont élevés, mais on voit que pour les problèmes vasculaires qui apparaissent dans les patients de STED, nous voyons une quantité de plusieurs patients avec le STED vasculaire hypermobile classique qui viennent nous voir avec ce type de problème vasculaire. La plupart de ces patients que nous voyons ici, alors la plupart d'entre eux, 82% d'entre eux sont des femmes. C'est quelque chose d'important à noter car au fur et à mesure que les patients de STED vieillissent, nous voyons que des fois les hommes sont asymptomatiques au début, et spécialement pour le STED vasculaire. Des fois, on a des excroissances et vasculaires. Et quand les jeunes hommes font beaucoup d'exercices, c'est là qu'il faut qu'ils fassent attention, qu'ils suivent les recommandations de leur médecin lorsqu'ils font des exercices. Et qu'ils travaillent bien sûr avec ses limites. Donc, pour la plupart des patients de SED, il y a des procédures avec cathéter qui fonctionnent mieux que les autres types d'interventions qu'on faisait dans le passé. Il y a beaucoup d'embolisation également qui fonctionnent dans les artères où il y a une connexion anormale. On peut l'emboliser pour interrompre cette connexion anormale. Dans les situations de saignement dans une artère, on peut mettre des bobines, essayer de le bouger pour que cette artère ne saigne plus. Dans beaucoup de ces cas, on réalise des embolisations et c'est une bonne manière de réduire les risques d'hémorragie. Bien sûr, dans certains cas, on peut faire ceci sans anesthésie générale, ce qui est très positif pour la récupération du patient. Pour les procédures à ciel ouvert, là, évidemment, c'est bien plus compliqué, je dois dire. Vous pouvez voir ici que nous avions des patients qui malheureusement ont décédé, des patients qui ont été soumis à des opérations à ciel ouvert. Et c'est vrai que c'est compliqué à trouver un équilibre. Les patients sont ceux qui doivent nous faire comprendre quels sont les risques aussi de ces procédures. Des fois, quand les médecins ne le savent pas bien, c'est une discussion à avoir. Et souvent, quand nous sommes dans des endroits qui ne connaissent pas bien la maladie, il faut dériver ces patients vers des hôpitaux qui s'y connaissent mieux, surtout dans des cliniques ambulatoires où ils n'ont pas forcément les connaissances pour réaliser ces interventions. Des fois, on me demande, il y a des dissections aortiques qui peuvent présenter des problèmes, bien sûr. C'est vrai, les patients de SED vasculaire ont des risques de dissection. C'est des fois, on voit que les parois des artères se séparent. Et quand il y a une composante génétique chez les patients de SED vasculaire, en général, on essaie d'utiliser des endoprothèses. C'est une manière de procéder, mais des fois, les troubles du tissu conjonctif sont des critères d'exclusion pour tous les types d'instruments que nous utilisons dans les chirurgies vasculaires et qui existent sur le marché. La préoccupation, c'est que si les artères sont fragiles et qu'il y a une certaine force radiale dans ces instruments qui vont essayer de se dilater, peut-être qu'il pourrait y avoir des implications, des dangers pour les artères qui ne sont pas forcément normales. Donc bien sûr, les médecins ne veulent pas prendre de risques sur ce type de patient. On peut le comprendre. Il y a aussi des artères qui présentent une grande fragilité. Donc on peut induire des nouvelles, on peut provoquer de nouvelles dissections en utilisant les endoprothèses. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On voit ici en bas une endoprothèse qui sort complètement de l'aorte. Elle n'est plus dans le vaisseau sanguin.
En fait, l'endoprothèse l'est, mais la partie métallique, c'est comme un genre de trombone pour papier, vous savez, qui sort de l'aorte. C'est ce qui recouvre l'endoprothèse. On voit d'ailleurs dans certaines occasions où les endoprothèses sortent complètement de l'aorte. Avec ces dispositifs, nous voyons donc qu'il faut être très prudent avant de passer à ces interventions, avant de réaliser des endoprothèses, si on sait qu'il y a des risques de dissection artérielle. À l'hôpital Johns Hopkins, nous nous sommes intéressés aux patients qui ont des troubles génétiques de nature vasculaire. Et je pense qu'en général, c'est mieux de le faire dans un bloc opératoire et pas dans des ambulatoires. C'est vrai que ce sont des problèmes qui peuvent présenter un risque pour la vie. Vous savez, même il y a d'autres problèmes qui sont typiques dans les SAID vasculaires. Les varices, ce sont des procédures beaucoup plus faciles, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des procédures qui sont plus compliquées et je conseille toujours de faire ceci en bloc opératoire. Nous avons à notre hôpital une très bonne équipe avec des anesthésiologistes, par exemple, qui travaillent très bien. Nous avons toute une équipe pour aussi réduire les risques que présente l'insertion de cathéters dans les artères. Beaucoup de patients de SED sont jeunes, donc ils peuvent accepter de réduire la pression artérielle, ce qui va diminuer les risques de saignement dans les artères. Donc nous essayons d'induire cette hypopression pour ces fins. Dans certaines artères, l'artère cardiaque, iliaque et externe, nous avons souvent des dilatations des vaisseaux et bien sûr, ces vaisseaux sont fragiles, donc nous faisons très attention. Finalement, lorsqu'on parle de patients de syndrome d'Ehlers dans l'os, je pense que l'élément clé ici, c'est d'avoir une évaluation multidisciplinaire pour prendre en compte quels sont les risques d'une chirurgie programmée, prendre en compte la fragilité des tissus avant d'une intervention chirurgicale et toujours le faire dans un bloc opératoire au lieu de le faire dans un endroit ambulatoire. Les techniques d'embolisation sont toujours une très bonne solution par rapport aux endoprothèses ou aux chirurgies à ciel ouvert, à condition qu'elles soient possibles, bien sûr. Des fois, on ne peut pas faire d'embolisation des vaisseaux par rapport à l'artère, la carotide. On ne peut pas emboliser cette artère car sinon le cerveau, la partie droite du cerveau n'aurait pas l'oxygène dont il a besoin. Le sang n'arriverait pas. Donc, l'embolisation n'est pas toujours possible, mais en tout cas, c'est toujours la première option car c'est quelque chose de bien plus facile. L'endoprothèse, telle que nous l'avons dit avant, doit être utilisée lorsqu'il y a des ruptures vasculaires ou quand d'autres interventions peuvent supposer un risque pour la vie des personnes. On essaye cependant d'éviter les endoprothèses chez les patients de SAID vasculaire car cette technique n'a pas été testée suffisamment et il n'y a pas encore d'approbation de l'Agence du médicament des États-Unis, la FDA. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire pour des patients jeunes ou alors des patients qui ont des expériences positives avec les chirurgies. Il y a des mutations dans le collagène 3A1 qui est plus favorable pour les interventions chirurgicales. Donc ça, c'est quelque chose de clé et c'est quelque chose que je demande à mes patients. Je leur demande quel est le type de mutation génétique qu'ils ont. Je leur demande quelles ont été leurs expériences préalables dans des chirurgies. Et c'est quelque chose, je pense, d'important à prendre en compte. Beaucoup de patients de SAID vasculaire ont besoin d'une réparation de traitement des hernies. Au lieu de clore la hernie,
j'essaie d'utiliser d'autres instruments pour le remettre dans leur place. Il y a aussi les colostomies qui peuvent être utilisées pour les ruptures du côlon. Ça peut être aussi des procédures pour réparer le côlon. On peut le couper, essayer de le réparer, mais cela ne fonctionne pas toujours. Et à ce moment, on devrait peut-être passer à la colostomie. C'est des fois plus facile car avec la résection du côlon, on pourrait avoir des fuites. Lorsqu'on voit qu'il y a beaucoup de complications dans le côlon avec les diverticules, nous savons que c'est un symptôme du syndrome d'Ehlers-Danlos. Là, on peut penser à éliminer le côlon en entier, mais bien sûr, il faut penser aux risques qui existent et cela dépendra des expériences chirurgicales qu'aura connues le patient. Ici, voilà ce qu'on essaie de faire à l'hôpital Johns Hopkins pour traiter les patients qui ont un stent vasculaire. Alors, je sais que je n'ai pas parlé seulement euh, du bloc opératoire, de la salle d'urgence. C'est vrai que le patient est celui qui se connaît le mieux. Ils doivent connaître les différentes options qu'il y a pour être traités et ils devront comprendre quelles sont les implications de chacun de ces choix. Donc, en connaissant tout ceci, les bénéfices et les risques, je pense que le patient auront plus d'autonomie pour savoir comment aider les chirurgiens à nous aider et à faire en sorte que nous puissions nous rétablir le plus vite possible. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne conférence.